Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo. Salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire, le deuxième de l'année 2026. On voulait vous parler de deux choses. On va bien sûr vous parler du 49.3, des ordonnances. Enfin, est-ce que ce sera l'un, est-ce que ce sera l'autre? Est-ce qu'il y aura un vote sur le budget? Non, on ne croit pas qu'il y en aura. Dans un deuxième temps, on vous parlera de ça. Mais d'abord, on va commencer par l'actualité internationale et notamment ces menaces qui se font de plus en plus concrètes sur le Groenland, ce qui se passe en Iran, et puis Donald Trump il dit tiens, pourquoi j'irai pas aussi au Groenland, d'un autre côté aussi en Iran, pourquoi intervenir en Iran pour placer son pote, le fils du Shah d'Iran. Le Venezuela, ça continue. Maintenant, il est acting president of Venezuela, c'est-à-dire qu'il est le président du Venezuela. Il a vu une photo sur son compte de son réseau social. Et en regard de ça, tout ce qu'est en train de faire Donald Trump, la réaction à la fois de la France et de l'Union européenne. Nous, c'est ça qui va nous intéresser spécifiquement dans ce débrief. Et pour commencer, on voulait mettre en avant trois prises de parole qui nous ont paru intéressantes cette semaine, de trois responsables politiques, de trois partis politiques de gauche. On vous laisse regarder. Et c'est précisément l'immense problème des dirigeants européens et de l'Europe en général. Être dans le commentaire, être convaincu que nous ne sommes pas forts, être convaincu de notre propre faiblesse. Je n'en peux plus de cette lamentation et je n'en peux plus de ces commentaires. Nous pouvons agir. Nous avons des leviers. Quand Donald Trump menace d'annexer le Groenland, eh bien, ce que nous devons faire en tant que dirigeants européens, ce ne sont pas des communiqués de presse. Ce que nous devons faire, c'est nous réunir pour mettre en place un plan d'action pour répondre à une agression américaine. Adrien Clouet. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une opposition entre les deux éléments que vous dites. Il me semble que croire réellement au droit international, c'est vouloir se donner les moyens de son application. En revanche, là où je vous suis, c'est que si c'est juste pour brailler dans un micro en disant il faut appliquer les règles, ça n'a pas de conséquences concrètes. Le sujet est de savoir comment on se donne les moyens de les appliquer, c'est-à-dire de riposter, par exemple, lorsque les USA menacent un territoire comme le Groenland. Et c'est de ça dont on discute. Est-ce qu'on envoie, y compris des unités militaires de différents pays européens, comment on soutient militairement le Danemark en cas d'agression, quelles sont les sanctions économiques et commerciales qu'on peut adopter à l'égard des USA, etc., etc. Si l'Europe ne défend pas ses valeurs et ne se dote pas de leviers de puissance, elle ne sera pas respectée. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Cela suppose un saut pour que l'Union européenne devienne une véritable fédération en abandonnant le droit de veto national en matière de protection des droits fondamentaux, de santé publique et de fiscalité et de politique étrangère quand les intérêts vitaux de l'Union européenne sont en jeu. Nous devons également créer et armer un commandement militaire intégré européen placé sous la tutelle du Conseil européen. C'est intéressant quand même cette prise de position. D'abord parce qu'on voit que y a un débat qui va se développer, qui est en train d'émerger sur la question de l'avenir de l'Union européenne. Et moi, cette semaine, j'ai été aussi très frappée. Avant de revenir sur les penseurs français, je voulais évoquer un penseur allemand, qui est Friedrich Merz, qui est le... J'adore penseur. Politique, quoi. Le chancelier allemand qui, maintenant... dit très ouvertement son scepticisme quant à la possibilité pour l'Union européenne de continuer, de se survivre. Alors on se souvient qu'en décembre, le 19 décembre, autant que je me souvienne, il avait fait une déclaration hallucinante. Il avait dit à Trump, d'accord, vous voulez pas discuter avec l'UE, mais vous pouvez discuter avec nous, quoi, avec l'Allemagne. Là, tu vois, le niveau de traîtrise du gars, quoi. Mais là, son discours est plus étayé. Et il dit en gros, on n'est pas d'accord et on va l'être de moins en moins, notamment parce qu'il y a la pression des forces d'extrême droite qui poussent. Il y a déjà Giorgia Meloni et il y en a d'autres qui pointent leur nez. Donc comment est-ce qu'on peut agir en commun avec, au sein de l'Europe, un tel niveau de désaccord? Et puis donc ça nous rend difficile l'unité militaire. Et par ailleurs, il pointe aussi la faiblesse de la France et d'Emmanuel Macron en particulier. Je trouvais que c'était intéressant de rappeler ça parce que, d'une certaine manière, il dit crûment quelque chose que beaucoup
ont mis sous le tapis depuis trop longtemps. Nous, à Regard, ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce problème, qui est de nouveau ici porté par Glucksmann, qui dit il faut que l'Europe ta. Mais il ne parle pas des problèmes qu'il y a dans l'Europe. Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? Alors, je veux même écarter provisoirement la question française parce qu'elle va finir par se répéter. Un jour ou l'autre, Macron va partir et peut-être qu'il y aura un président en France qui... Mais par contre, la question d'extrême droite, ça c'est une vraie question. C'est une question qui pourrit, ronge de l'intérieur le projet européen. Sachant que lui-même, ce projet européen, il est quand même a été très retravaillé et abîmé au cours du temps. Et c'est ce que ne dit pas Marine Tondelier. Moi, j'ai trouvé intéressant le papier de Marine Tondelier, sa tribune dans Le Monde, parce qu'elle dit un certain nombre de choses qui pourraient constituer un socle de projet, mais elle ne dit pas pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que depuis 40 ans, en fait, l'Europe s'est convertie au néolibéralisme, c'est-à-dire à la dérégulation, c'est-à-dire à la concurrence absolue, c'est-à-dire à l'acceptation que les inégalités peuvent croître et même être le moteur des dynamiques sociales. Et donc, en fait, Tondelier ne parle pas de ça. Elle ne dit pas qu'est-ce qui affaiblit l'Europe. Or, là, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que il y a des questions qu'on ne peut plus mettre sous le tapis. On ne peut pas mettre sous le tapis la puissance et la montée de l'extrême droite. Et ce n'est pas pour demain. C'est déjà le cas. Mélanie, elle est en place. C'est le premier problème. Donc ça, Frédéric Merz le pose. Et puis la deuxième question, c'est sur quel projet l'Europe aujourd'hui s'est-elle constituée? Qui le critique? Et quel projet alternatif on peut avoir? Et je trouve que les deux tenants de l'UE de façon ferme et revendiquée, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann et Marine Tondelier pour les Verts. On sait que ce sont des forces qui sont très favorables à la construction européenne. Ne traitent pas la question de l'affaissement de l'Europe pour les failles de son propre projet, qui est un projet insatisfaisant, voire délétère pour les peuples européens. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et j'ajouterais une autre chose. Quand on regarde aujourd'hui le constat qui est fait par Friedrich Merz, ou plutôt l'alerte qui est lancée par Friedrich Merz sur la construction européenne, c'est-à-dire, rappelons-le, un cadre de 27 nations, à la fois les États, les peuples, qui ont décidé de se mettre en commun et d'essayer de construire quelque chose dont tu dis à juste raison que on voit pas très bien les bases en fait sur lesquelles c'est assis, ou à tout le moins que ces bases-là ne sont pas les meilleures en fait pour construire un pôle régional du monde intéressant. Pour avoir un soutien politique. Et pour avoir, exactement. Mais en parallèle, il faut voir qu'il y a d'autres cadres en fait qui sont fortement questionnés et qui sont aussi un peu j'allais dire en perte de croissance, mais même pratiquement en déréliction. C'est les cadres multilatéraux et notamment par exemple le cadre onusien. On sait que aujourd'hui il a un peu de mal à être vigoureux quoi et à dire en fait non, c'est moi le cadre pour organiser les relations internationales. Je fais ce parallèle parce que c'est dans l'un comme dans l'autre, je pense qu'ils sont c'est le cadre de l'Union européenne et le cadre de l'ONU sont attaqués par des idéologies en fait de mise en concurrence des puissances et que ce sont des cadres qui précisément essayent de ne pas faire que les puissances soient mises en concurrence, à la fois le cadre onusien et le cadre de l'Union européenne. À l'intérieur de l'Union européenne,
on voit que on n'arrive pas à se mettre d'accord que avant il y avait deux pays qui étaient les plus forts, qui étaient le moteur de cette construction européenne, c'était la France et l'Allemagne, et puis on a fait semblant, comme tu l'as dit, alors on a fait semblant de ne pas voir que le projet européen était un problème dans son acceptation politique des peuples. C'est vrai, mais on a aussi fait semblant de ne pas voir qu'à l'intérieur en fait de cet espace de l'Union européenne s'organisaient de façon en vérité violente des oppositions et des concurrences entre les États-nations. Et que les Allemands, ils voulaient un euro fort, ils voulaient vendre leurs machines à laver et leurs voitures de luxe, que la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Suède ou que sais-je, bah chacun en fait avait essayé de mener sa partition, essayé de tirer la couverture vers lui, et que je suis pas en train de dire, je suis en train de décrire quelque chose qui va paraître comme un truc évident, mais enfin l'organisation, la concurrence de ces États. Mais en vérité, le problème, c'est que contrairement à ce que aurait pu être l'Europe, c'est-à-dire un cadre d'espace de construction, pour moi, il n'a été qu'un espace de manifestation en fait de ces tensions nationales. Et mais pour pouvoir les apaiser, il faut pouvoir porter un projet. Une autre chose, parce que c'est aussi intéressant, sur la question de l'Ukraine, il y a eu des tentatives en fait d'apporter une réponse européenne, qui ont toutes vraiment accouché d'une souris. Quand c'est au mieux, elle a accouché d'une souris. Et là, Emmanuel Macron, qui a un peu voulu prendre le lead sur cette question-là, a dit « Bon bah, qu'à cela ne tienne, je vais faire une coalition des volontaires ». Cette coalition des volontaires, c'était précisément l'ouverture. Il a pris le truc de côté pour dire, écoutez, ce cadre à 27, où il faut l'unanimité, il faut les machins, il faut passer par la commission, je n'en peux plus. Et donc, du coup, je vais bypasser ça et je vais aller directement, je vais faire une coalition, on va en réunir 10, tu vois, qui sont un peu plus volontaires, où on n'aura pas besoin de passer par la bureaucratie, par des acceptations unanimes dans des pays où on n'est pas tellement sûr de ce qu'ils pensent de la situation russo-ukrainienne. Et ça a été sa solution. Et ça, je vois que c'est de plus en plus, à la fois sur la question de l'ONU et sur la question de l'Europe, que c'est pensé. Par exemple, dans la tribune de Marine Tondelier, elle dit à un moment, eh ben pourquoi pas, il faut arrêter avec le vote à l'unanimité qui prévaut aujourd'hui dans beaucoup de sujets, sur beaucoup de sujets au niveau des États-nations de l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une question qui est un peu complexe. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, tu vois, parce que ça veut dire qu'il y aurait des pays qui ne sont pas d'accord avec des choses qui ont été choisies à un cadre, au niveau du cadre communautaire, et qu'on va leur imposer. Alors déjà que l'Union européenne, elle a pas très bonne presse, si en plus les peuples se font... c'est déjà le cas, hein. Alors, c'est déjà le cas. Mercosur, c'est ce qui vient de se Exactement. Non, mais il y a des cas, effectivement, où alors, elle propose que ça soit élargi à de nouvelles de nouveaux enjeux politiques. Ouais, et des nouvelles compétences, en fait. Parce qu'il y a des compétences aujourd'hui qui sont celles des États. En plus, qu'elle dit, elle dit la santé, elle en cite 2, 3, je me rappelle plus lesquelles, qui seraient donc, qui ne relèveraient plus de l'unanimité, mais d'une majorité qualifiée. En fait, ce qu'elle propose, c'est alors, je ne sais pas si elle entend que ça soit imposé aux autres, tu vois, ou si elle entend qu'il puisse y avoir des espaces, en fait, à plusieurs vitesses. Non. Dans l'Union européenne. Non. C'est imposé. Oui, puisque elle dit qu'elle pense qu'il faut le taiséralisme. Oui. Ce qui est historiquement la position des écolos. C'est donc d'aller vers une intégration. Voilà, donc c'est une position, une question qui porte sur la compréhension de la réalité fragile ou au contraire solide de la question nationale. En fait, je voulais juste finir en fait sur ces cadres qui étaient. Alors, il y a le cadre multilatéral, global, mondial. Il y a le cadre régional de l'Union européenne, mais on voit aussi. Alors, nous en Europe, il y a eu des poussées aussi régionalistes récemment en fait qui interrogent aussi la taille des cadres. Mais on voit aux États-Unis. La question de la sécession de certains États, notamment de la Californie,
aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais je me souviens, il y a quelques années, on en parlait énormément. Et même le gouverneur, il était là, genre, non, mais peut-être qu'on va y aller, etc. Ce que je veux dire, c'est que je vois que c'est une façon de résoudre les problèmes, en fait, des tensions extrêmes. Parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui, c'est que avant, il y avait la gauche, et puis il y avait la droite, puis en fait, c'était centre-gauche, et puis le centre-droit, et puis genre, globalement, tout le monde s'aimait, tout le monde dînait le soir autour du café. Là, aujourd'hui, on a l'extrême droite qui pousse très, très fortement, et genre, que les autres ne veulent pas, à qui on ne veut pas adresser la parole. Il est compliqué, en fait, pour un démocrate français qui soit de centre droit ou de gauche d'aller dîner d'imaginer pouvoir dîner avec Orban, par exemple, ou Giorgia Meloni. Et donc, du coup, c'est là que ça crée, en fait, des situations impossibles. De la même manière, le gouverneur de Californie, il ne peut pas, ne pas qualifier Donald Trump, qui est son président, de son président, il ne peut pas le qualifier d'autre chose que fasciste, tu vois. Et il a dit que c'était un fasciste. Newman, le gouverneur californien. Et donc c'est ça aussi qui pousse, genre tout le monde, voilà, se sent pousser des ailes, et se dit on va réduire en fait le périmètre et puis on va être entre nous. Et à la fin, ça peut faire comme l'avait proposé. Je termine là-dessus, mais c'est une boutade. C'était Édouard Louis qui, dans une interview au Grand Continent cet été, avait fait la proposition. Il a dit voilà, j'adore Athènes, c'est une ville progressiste. J'adore Berlin, c'est une ville progressiste. J'adore Paris, c'est une ville progressiste. Si on faisait une coalition en fait des villes progressistes européennes, et puis on ferait sécession par rapport à tous les autres territoires, notamment par exemple les territoires des campagnes où finalement tous ces bouseux sont des fachos, tu vois. Enfin, ça ne m'étonne pas de lui. Voilà, bon. Il avait fait cette position qui est absolument lunaire, mais en vérité, pour moi, ça participe un peu de la même idée, tu vois. C'est de dire, si on se réunissait entre gens bien, et puis et les gens pas bien, tu vois, genre, les Hongrois, là, les Italiens, là, on les laisse entre eux, entre fachos, et puis, voilà, c'est l'irréductible, le village gaulois, quoi. Mais je pense que c'est pas une solution, tu vois, genre, non plus. C'est évident. Mais non, mais ce que je pense, c'est que pour prolonger d'un pas et aller dans ton sens et peut-être passer à l'étape d'après, suivante, c'est qu'en fait, aujourd'hui, comme tu viens de le rappeler, c'est le cadre mondial qui est censé réguler les conflits entre les États, le cadre européen et les cadres nationaux, qui tout ça devient très très fragile. Et en fait, on se dit que là, il est temps de repenser autrement, sachant que on ne peut pas simplifier aucun des problèmes. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas ne pas voir qu'il y a de la politique à l'échelle nationale et pas tellement à d'autres échelles que nationales. C'est-à-dire que les gens se positionnent et s'engagent politiquement à peu près à cette échelle-là, à l'échelle nationale, et quelle que soit d'ailleurs la taille de la nation, ça peut être des grandes nations ou des petites nations, mais en tout cas le fait national se manifeste par comme étant l'échelon de la démocratie et donc de la politique, et en même temps il n'y a pas beaucoup de problèmes contemporains qui puissent se résoudre à l'échelle strictement nationale. Donc on a bien besoin, de s'allier, de négocier, de penser plus large. Et donc voilà, on se retrouve tous pris dans un tourbillon qui révèle une très grande fragilité. Alors la fragilité européenne, elle a été niée, c'est un grave problème que depuis 2005, où on a été mis sur la table par plusieurs peuples le problème de leur adhésion, de leur non-adhésion à un projet un projet européen qui ne leur convenait pas. Mais on a une accélération de la dissolution de ces cadres qui, pourtant, dont les signaux avaient été déjà donnés auparavant. Donc, compte tenu de l'ampleur de la question qui est posée, c'est évidemment pas une personne qui va trouver la solution. On ne va pas se retrouver, quand bien même ça serait le président des États-Unis, comme en 1918, Wilson, qui a été à la base de la création de la Société des Nations, puis Truman en 45 de l'ONU. Je veux dire, on avait des leaders des États-Unis qui ont promu des cadres multilatéraux pour organiser le monde. Là, je crois qu'on ne va pas du tout y arriver de cette manière, parce que d'abord, il y a beaucoup plus de puissances qui se sont affirmées et qui veulent être autour de la table, et que en plus, le leader américain, il est particulièrement
pas intéressés par le sujet du multilatéralisme et du cadre international. Moi, ce que je crois, c'est que il y a quelque chose quand même qui nous empêche de penser, c'est cette espèce de qui est particulièrement présente chez les dirigeants européens qui parlent du danger russo-chinois, sino-russe. Hein, on est tout le temps en train de dire que c'est les Chinois et les Russes qui menacent au Groenland, à peine si c'est les Américains, tu vois. Et on est en tout cas... Juste, petite parenthèse, on est vendredi après-midi. Ce matin, vendredi matin, Vladimir Poutine a dit que le Groenland était danois. Voilà, pour information. Et donc il dit à Trump, le Groenland, c'est danois. Et donc c'est européen. Tu te voir ne viens pas. Exactement. Merci de ne pas t'approcher. Non, ouais, de pas te mettre en face de ma tête. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette façon de considérer à égalité la Russie, les États-Unis et la Chine. Moi, je pense que ce n'est pas juste. Oui. Je suis très intéressée par la Chine, pas amoureuse de la Chine, mais je regrette. Mais en ce moment, il y a un pôle qui est quand même un peu un pôle de stabilité dans ce truc de dingue. C'est tout à fait certain que c'est un régime autoritaire de contrôle de sa population, néanmoins qui continue de jouer plutôt une position de maintien du multilatéralisme et qui continue de maintenir l'exigence du combat pour l'écologie. Donc je ne dis pas qu'il faut s'aligner avec la Chine, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord pour considérer la Chine à l'égal de la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait un travail de pays, peut-être avec le Mexique, peut-être avec le Brésil, l'Afrique du Sud, la France, l'Espagne, qu'il y ait un travail qui se fasse avec ces forces politiques pour pouvoir repenser une architecture mondiale et peut-être réfléchir à ce que c'est que la nation, la frontière, comment ça se joue tout ça, parce que on en a parlé dans la newsletter, mais la question par exemple du Groenland pose cette question. Le Groenland, il appartient aux Groenlandais, mais pas que aux Groenlandais, compte tenu des enjeux extrêmement importants pour l'humanité. Les Groenlandais n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas avoir le droit de faire ce qu'ils veulent et de faire sortir le pétrole, les minerais, faire fondre la banquise, etc., etc. Il y a des enjeux qui appartiennent à l'humanité au Groenland. Donc, il faut trouver une articulation entre le droit des peuples à déterminer leur destin et leur articulation, leur solidarité avec celui de l'humanité. Et bon, moi, je crois que c'est beaucoup de questions qui doivent être repensées. Donc, y compris cette question des frontières, cette question de l'autodétermination qui ne peut pas être indifférente au reste de l'humanité. Dream, baby dream, pas te faire foutre, quoi, tu vois. Ce n'est pas possible. Le Venezuela ou le Brésil, par exemple, le Brésil qui a coupé les arbres de la forêt amazonienne, ben non, c'est pas sa libre disposition de cette ressource vitale pour l'humanité. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées là, qui viennent pas de naître, n'aurait pu poser un petit peu avant, au lieu de se cacher la tête et de se dire mais oui, ça va, le projet européen, sans jamais en parler, jamais le définir. De quoi parlons-nous? Quels sont les problèmes qui sont ceux de notre temps? Oui, juste pour terminer, un petit point, en fait, plutôt une idée reçue, ou en tout cas une idée en vogue que j'entends beaucoup revenir, c'est celle des hommes providentiels. C'est-à-dire que il y a une façon de lire ce qui est en train, et des femmes providentielles, tout à fait, surtout des hommes, enfin ça va. Je suis désolé, ce sont surtout des hommes. Et c'est une façon de lire le présent et parfois aussi de lire l'histoire, selon laquelle, en vérité, tout serait géopolitique et que les grands de ce monde et mais surtout les grands de ce monde, jouerait à une partie de risque sur une grande map monde là, et puis ils avanceraient leur drapeau et puis ils feraient ça, et puis parfois ils seraient en colère, et puis heureusement que Macron a des sympathies, enfin il a bu un coup avec truc et alors ça s'est super bien passé, donc c'est bon, le Groenland est sauvé, tu vois. Ça c'est une façon de lire les dynamiques du monde qui
à mon sens, est pas non plus totalement fausse, hein, mais est loin d'être totalement vraie. Enfin, je veux dire, elle ne remplit pas. Et j'entendais, il y a notamment, là, il y a un film qui va sortir sur les écrans qui s'appelle Le Mage du Kremlin, qui est issu d'un bouquin de Dunad Ampoli, qui parfois, j'ai entendu cet auteur plusieurs fois à la radio et à la télévision, et je le lis aussi dans le Grand Continent. Parfois, c'est un peu cette fable qu'il essaie de raconter, que voilà, ce sont des hommes plus ou moins bien intentionnés, des sortes de Machiavel qui auraient genre 15 coups d'avance, et que c'est comme ça qu'il faudrait aujourd'hui penser les relations internationales. Le problème, c'est que quand on pense comme ça, quand on pense que genre c'est parce que je sais pas moi, plus jeune, Donald Trump genre avait des problèmes avec sa mère et que il est dans une soif de revanche, je sais pas quoi, et que Vladimir Poutine, lui, c'est parce qu'il a été agent du KGB, blablabla, et qu'aujourd'hui il est dans une sorte de revanche. C'est-à-dire tout expliqué par de la psychologie, les humeurs de ces messieurs et pas beaucoup de ces dames. Si on explique le monde comme ça, alors on oublie, ou on fait exprès d'oublier, ce dont tu parlais. C'est-à-dire, quel projet, en fait, pour les peuples aujourd'hui qui habitent le monde, tu vois. Enfin, en vérité, si tu penses que genre le problème c'est que Ursula von der Leyen est une femme froide, qu'Emmanuel Macron est l'artistique Hamlet à Elsener, et que Vladimir Poutine est un foudingue avec un autre foudingue qui s'appelle Donald Trump, une fois que t'as dit ça, bah t'as rien dit, tu vois. Et surtout, ça te dédouane en fait de réfléchir à un projet et pour le monde et pour l'Europe. Je suis tout à fait d'accord, mais ce que j'ai l'impression, mais peut-être faut que je me retrouve des raisons d'espérer. J'ai l'impression quand même que là, c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de voir les déclarations cette semaine d'un certain nombre d'acteurs politiques. J'ai l'impression que les gens se rendent compte qu'on est devant des problèmes structurels qui vont qui peuvent pas être simplement remis entre les mains des humeurs des uns et des autres. J'ai l'impression que là, il y a un début de prise de conscience des défis majeurs, puisque jusqu'à présent, on a toujours pensé défis majeurs en termes de le défi du réchauffement climatique, des inégalités, etc. Tandis que là, c'est le défi majeur, c'est comment on organise les sociétés. Et donc, les nations, les regroupements régionaux, et puis après, le monde, etc. Et là, j'ai l'impression que personne ne croit que ça va s'organiser par les peuples, là. Oui, et que ça va se jouer simplement en se tapant dans la main. Oui. Et on comme ça. comme ça. Comme Macron et Trump. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est le sujet du budget. C'est-à-dire que ça fait longtemps. Oui, mais quoi, c'est pas qu'on veut, c'est qu'on doit. C'est qu'on doit l'aborder, le sujet donc du budget. On vous laisse voir ce qu'ont raconté notre ministre des Relations avec le Parlement et notre cher ministre des Comptes publics. C'était jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. Malgré la volonté constante du gouvernement de créer les conditions d'un vote sur le projet de loi de financement de l'État pour 2026, nous constatons que ce vote ne pourra pas avoir lieu. Quelques heures plus tôt, Amélie de Montchalin avait dû préciser en séance les deux options sur la table pour que la France ait un budget en 2026. Le 49.3, et effectivement, au bout de 70 jours, il y a cette option d'ordonnance qui est une option qui n'a jamais été utilisée, mais qui pour autant est une option que le gouvernement pourrait activer. Alors, ce qui est proposé par ces deux éminents ministres, c'est une alternative, finalement, pour faire passer ce budget de l'État qui avait achoppé, on se souvient, à la fin de l'année 2025, au mois de décembre. C'est, à l'exemple, c'est soit le 49.3, c'est-à-dire c'est toujours important de le rappeler, le 49.3 permet de faire adopter un texte sans qu'il soit voté par les députés ou les sénateurs. Donc il est adopté, il est présumé adopté, sauf s'il y a une motion de censure, et il y en aura forcément une, et si cette motion de censure ne passe pas, alors il est adopté. Si elle passe, le gouvernement est renversé. Et le texte ne passe pas. Et c'est-à-dire, premier problème,
49.3 égale motion de censure évidente. Est-ce que la motion de censure sera votée? C'est là que c'est ce débat. Exactement. C'est là que c'est pas tout à fait certain que les socialistes voteront une motion de censure parce que voter la motion de censure, ça veut dire pas de budget. Donc, Et eux, ils n'aiment pas. oui, ils veulent pas renverser le gouvernement, mais surtout là, ce qu'ils vont donner comme argument, jusqu'à présent, c'était on veut pas renverser le gouvernement parce qu'on ne veut pas d'élection anticipée, parce que l'extrême droite va arriver au pouvoir. Donc là, ce sera pas leur argument. Leur argument, c'est il faut un budget pour la France. Si on renverse le gouvernement, le budget n'est pas voté et on continue donc d'avoir la loi spéciale qui fait que il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises qui ne seront pas mises en œuvre, notamment l'augmentation du budget des armées. Exactement. Et alors, ils te disent aussi, ah oui, et puis si le gouvernement, là, c'est leur dernier argument, les socialistes et le gouvernement, c'est, ah oui, mais si le gouvernement tombe, alors la loi agricole qui doit être débattue en mars, que le Cornu a annoncé il y a 3 jours, là, eh bien, ne pourra pas être débattue, donc finalement, c'est un coup de poignard dans le dos pour les agriculteurs. Oui, c'est C'est là, genre, ah, il y a 3 jours, elle n'existait pas, cette loi, on n'est même pas sûr qu'elle existe, même si le gouvernement reste. On est même pas, et on est encore, j'en suis encore moins certain qu'elle sera bien pour les agriculteurs. C'est ça. Donc, c'est un délire que maintenant ça devienne un des arguments numéro 1, tu vois. Exactement, oui, j'ai entendu un socialiste le raconter sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Non, mais tout le monde il faut faire tout bois, en fait, pour expliquer. C'est plutôt ça, le truc. C'est que, en fait, là, pour l'instant, d'ailleurs, Olivier Faure a pris position ce matin, je crois. Enfin, on est vendredi matin. Je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il a pris position en disant, s'il y a des ordonnances. Ah oui. S'il y a des ordonnances, alors on votera la motion de censure. Exactement, parce que ça, c'est donc la deuxième proposition. Ce sont ces fameuses ordonnances dont le périmètre, exactement comment elles peuvent être utilisées, est assez flou. J'écoutais Benjamin Morel sur France Info. Il avait... Lui, ce qu'il disait, c'est franchement, si vous trouvez un constitutionnaliste qui peut vous dire, je sais exactement comment ça marche les ordonnances, ce sera un menteur, parce que elles ont été utilisées à de très rares fois dans des. Apparemment pas si rarement, non. Pas de si rares fois, Pardon. au temps du général de Gaulle dans les années 60. Voilà. Mais sur la question du budget, etc. Non. Genre. D'accord. Mais il y a jamais eu des fait. ordonnances, notamment par le pouvoir gaulliste. Un moment où ça rigolait pas, quoi. Bien sûr. Mais sur le budget de l'État, bon, ce serait un précédent grave, d'autant plus grave que une fois que tu l'as fait, si tu le fais en mars 2026, enfin en février 2026, pourquoi est-ce que tu pourrais pas le faire en juin 2027? Quand, peut-être, l'extrême droite sera au pouvoir, et puis tu peux recommencer 6 mois après, et puis encore 6 mois, et puis tu peux tout faire par ordonnance, finalement. Enfin, c'est ça, le danger. C'est de donner, en fait, un outil au potentiel à l'extrême droite, si elle arrivait au pouvoir, pour faire absolument n'importe quoi, pour, à chaque fois, contourner le Parlement, et faire une politique qui devrait relever du législatif, mais qui serait uniquement celle de l'exécutif. Donc là, il y a un vrai danger dans l'utilisation de ces ordonnances. Et là, le Parti socialiste, Olivier Faure l'a dit avec fermeté. Ah non, c'est la ligne rouge. Alors après, savoir donc, si c'est vraiment en mettant la ligne rouge là. En gros, il dit 49.3. Alors, il le dit pas comme François Hollande. Ouais. François Hollande dit il faut utiliser 49.3, voilà. C'est démocratique puisque c'est dans la Constitution. C'est pas le seul, hein. Patrick Caner le dit aussi. Bien sûr, non, mais voilà. T'as toute une petite poignée de socialistes qui demandent le 49.3. Il y a quand même beaucoup de socialistes qui disent nous on veut un débat sur le budget de l'État et on veut aller au vote, hein. Même si là il y a plus personne qui croit que donc, il y aura pas de vote. Maintenant on le sait. Donc, en fait, maintenant, l'affaire du 49.3, jusqu'à présent, Olivier Faure disait c'est quand même un peu aberrant que des socialistes demandent le 49.3, c'est-à-dire demandent d'être dessaisis d'un vote. Mais l'avantage du 49.3, du point de vue du Parti socialiste et de sa façon de voir les choses, c'est que cela permet, selon l'expression, je pense c'est François Hollande ou c'est Olivier Faure, je ne sais plus lequel des deux qui a dit, certes, le budget ne sera pas votable, mais est-ce qu'il est passable? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut avoir une proposition de budget qui soit
qui nous permettent de ne pas voter la motion de censure. C'est ça en fait. Donc ils vont réouvrir pendant 3 jours la négo pour essayer d'avoir, comme au moment du PLFSS, des arrangements avec le pouvoir de façon à laisser passer le budget. J'ouvre et je ferme une parenthèse. On voit à quel point ça a été formidable l'histoire du PLFSS parce que, les médecins ont pas tellement apprécié et ont dû faire un mouvement qui, d'une certaine manière, a mis devant sur la place publique le fait qu'il y avait, outre des questions de rémunération des médecins, des problématiques de politique de santé extrêmement préoccupantes, notamment le fait qu'il y aurait des quotas pour les arrêts de travail et des durées maximales d'arrêt de travail. Il semble que le gouvernement va reculer sur ça. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est que les socialistes avaient trouvé acceptable de voter le PLFSS avec ces mesures qui sont des mesures attentatoires à des choses fondamentales pour les médecins, qui est leur liberté de choix en conscience. De prescription. En conscience, quand on est médecin, on met en œuvre les moyens pour soigner des gens. Et ils avaient accepté ce truc-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans leur idée de négocier, des fois, ils font quelques boulettes. C'est-à-dire, ils se rendent pas compte qu'ils négocient des choses qui font qu'après, ils ont l'impression que ça leur permet de ne pas voter la motion de censure, donc de laisser passer le budget, mais que au total, le budget, il va pas être terrible. Et probablement qu'il ne sera pas terrible. Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où c'est un budget qui va devoir être voté par la droite, totalement acquise aux idées libérales, c'est-à-dire à une logique qui est terminée. On sait bien que c'est la fin de l'histoire, ce truc-là. Mais il continue. Macron et ses potes, là, ils continuent de croire que c'est ça la solution. Ça, c'est absolument certain. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal, en fait, à comprendre la stratégie du parti socialiste. Ou plutôt, je ne la comprends que trop bien. Je vois qu'ils ont choisi, en fait, de miser sur le fait que les Français veulent de la stabilité. Et donc, ils se disent, les Français veulent de la stabilité, donc nous, on va leur en offrir en se battant, en bataillant, mais finalement, en faisant que le budget de la sécurité sociale et le budget, ils passent. Voilà. Et qu'il n'y ait pas encore une chute du gouvernement. C'est une question, hein. Et je dis pas du tout que c'est une fausse question. Le problème, c'est que, ce faisant, en fait, ils ont l'impression d'avoir la main. Tu vois, d'être ceux qui vont pouvoir obtenir le 49.3 plutôt que les ordonnances. Parce que c'est ça qu'ils vont vendre, tu vois. On s'est bien battu. On n'a pas eu les ordonnances, on a eu le 49.3. Tu sais, c'est comme des choses qu'on n'a pas, et puis genre, c'est comme dans le musée des horreurs. Voilà, dans le musée des horreurs, ils se sont vantés à la fin du mois de décembre d'avoir réussi à éviter les plus grosses horreurs qu'ils à chaque fois ils en faisaient la liste, tu vois, dans leur tribune, dans leur prise de parole. Bon, c'est une proposition. Le problème, c'est ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils sont complètement du coup emportés en fait par le macronisme, parce que c'est toujours eux en fait qui ont la main, c'est eux l'exécutif, tu vois, et c'est eux qui, maintenant qu'ils ont compris que les socialistes doivent aller au bout de leur stratégie, tu vois, ils peuvent pas s'arrêter et dire là, au bout d'un moment, classe, on n'en peut plus des macronistes. Allez, on va voter la censure qu'ont déposé les insoumis, tu vois. Ils ne peuvent pas faire ça. Enfin, tu vois, c'est dommage d'ailleurs qu'ils puissent pas le faire. Et je pense que le Cornu le sent très bien, que il peut tirer encore la corde, le plus qu'il peut, tu vois, pour leur faire avaler un maximum de couleuvres. Et donc, ils sont dans une espèce d'impasse qui est un peu schizophrénique, je pense, pour eux, parce que et aujourd'hui, je vois pas comment ils vont s'en sortir. D'autant plus que là, maintenant, on est dans une séquence chaude électorale, puisque au mois de mars, il y a les élections municipales, et que là, t'as tous les maires socialistes, ou les candidats socialistes, tu vois, qui se retrouvent à faire partie d'un parti qui est la béquille d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu. Non, mais c'est quand même compliqué, tu vois. Enfin, je veux dire, et je te raconte pas quand il y a des listes de la gauche plurielle avec des gens qui, alors t'as le tête de liste qui est aussi un député qui a voté
contre la censure, et puis t'as genre le mec qui va devenir peut-être le premier adjoint qui est député aussi, mais lui qui a voté pour la censure. Enfin, je veux dire, ça devient genre un peu n'importe quoi. Enfin, franchement, tout à l'heure, on parlait de la façon dont étaient concaténés les différents niveaux en fait de réflexion, du national jusqu'au global. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, en fait, au bout d'un moment, parler de sa ville, c'est aussi un peu parler de l'état de la France, de la nation, puis c'est aussi parler de l'état du monde. Et si si c'est trop orthogonal, si les directions sont trop orthogonales, au bout d'un moment, j'ai peur que ça pète. D'autant plus que maintenant, Emmanuel Macron et surtout Sébastien Lecornu, c'est Sébastien Lecornu d'ailleurs, pas Emmanuel Macron, qui a fait... qui a agité le chiffon rouge d'une dissolution et d'élections législatives anticipées qui pourraient avoir lieu en même temps que les municipales. Alors là, ça met tout le monde en PLS. Ah non, surtout à gauche. Hein. Ah non, on se retrouve pas avec genre des députés concurrents qui soutiennent la même liste municipale. Non mais là, t'imagines le degré de dinguerie en fait que ça pourrait être. Mais c'est un vrai risque. Enfin, genre, je veux dire, s'ils sont renversés demain, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, je sais pas comment ils se sortent de cette nasse, tu vois. D'autant que tout ça, tout le temps qui passe en fait à négocier le 49.3 plutôt que les ordonnances, enlever quelques horreurs du budget, etc. C'est autant de temps qu'il ne passe pas à réfléchir à c'est quoi un social-démocrate. C'est quoi un social-démocrate en 2026? Moi, c'est la question que je ne fais que leur poser. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Eux ne savent toujours pas ce que c'est. Et hélas, là, ils passent trop de temps à faire ces négociations de couloir pour pouvoir penser un peu plus grand, quoi. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais les socialistes font partie de ceux que l'on entend. Enfin, il est pas socialiste d'ailleurs, Glucksmann, mais nonobstant Glucksmann et François Hollande, qui est un ancien président de la République et qui parle plutôt à ce titre, sur la situation internationale qui est quand même brûlante et dont tout le monde parle, eux, motus et bouche cousue, genre, on dirait que ça les intéresse pas. Enfin, je veux dire, ils sont là, genre, oui, les ordonnances. Ah bah oui, mais attends, Trump est en train d'enlever le droit de l'homme, non, dans les ordonnances. Donc, tu vois, il y a quand même un petit problème à ce niveau-là de genre, où, qu'est-ce qu'ils réfléchissent, tu vois. Je sais pas si c'est très français, mais qu'est-ce qu'ils réfléchissent, les socialistes? Voilà, sur cette... Dès qu'on aura trouvé... Exactement, enfin. Et si vous êtes socialiste, vous pouvez nous envoyer des messages. Même des liens, tout ça. Tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Si la matrice socialiste est en train de se reconstruire quelque part, nous, les preneurs, ça nous intéresse. De loin. Qui devait s'occuper de... Elle est en charge du projet. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais je sais pas. Genre, parfois, je vais sur le site internet du Parti Socialiste, dans l'onglet projet, pour voir, et puis il y a juste des vieux articles. Enfin, je vois pas de choses, mais je vois même pas où est-ce qu'ils ont, quel espace, en fait, ils ont créé pour repenser leur doctrine. Ce que j'allais te dire, c'est que je sais même pas si l'international socialiste, c'est encore un truc vivant. Oui, parce que quand même, il y a, tu vois... Pedro Sanchez, tout ça. Et Sanchez, ou le mec de Belgique, là, comment il s'appelle Oui. Son nom qui commence par un M, Mignette. Magnette. Magnette. Ouais, le beau gosse, ouais. Le beau gosse Magnette, qui est quand même de gauche, quoi. Oui. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils causent pas ensemble, quoi, pour essayer de penser. Enfin, tu vois, moi je pense qu'ils causent pas, puis je pense aussi qu'ils sont pas d'accord, parce que quand même, au fond, Hollande, il pense que il y a pas de refondation profonde à faire du projet. C'est lui qui a mené les socialistes à devenir qui a refondé la charte du Parti socialiste, a adopté le point de vue qu'ils étaient un parti démocrate en fait, et à vouloir faire la politique de l'offre. Bon, c'est quand même Hollande qui l'a conduit, il a pas changé de point de vue depuis. Ben, je vais même te dire, quand j'écoute François Hollande par rapport aux autres socialistes, François Hollande, il a une idéologie, il a une proposition. Je te dis pas, vraiment, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais au moins, genre, il dit quelque chose et il sait où il va. Hein. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans le Rhône, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accord entre les communistes et la France insoumise en Seine-Saint-Denis, et qui ne vise pas particulièrement le Parti socialiste, parce que c'est plutôt des reconquêtes, etc. Enfin, encore que Saint-Denis, Hanotin, il est bien en ligne de mire. Mais par contre, dans le Rhône, il y a 3 villes socialistes qui sont directement attaquées par un accord PC-LFI, dont Vaux-en-Velin, qui est dirigé par Hélène Geoffroy, qui est la leader au Parti socialiste de la tendance hollandaise.
Et elle, je pense que elle va avoir chaud aux fesses, la dame. C'est-à-dire que là, ils vont, LFI et le PC ont décidé de lui faire payer ses orientations politiques socialistes. Social-libéral. Très de droite, voilà, oui. C'est ça. Donc, on voit que finalement, quand on commence à rentrer un peu plus dans le détail, qu'il y a des règlements de compte politiques, parce que c'est plutôt du règlement personnel, surtout qu'on est plutôt sympathique, je pense, et des règlements de compte politiques qui sont en train de se mener et qui vont être en fait l'affrontement qui n'est toujours pas été soldé parce que en 2022 il y a eu le caramel phénoménal que les socialistes ont pris mais qui n'ont pas visiblement tous digéré et intégré. Bon allez. On vous fera de toute façon un débrief spécial municipal ouais. pour vous expliquer tout ça. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao ciao.